Un millionnaire cruel attache une jeune femme en fauteuil roulant sur les rails du train, mais ce qui se passe ensuite vous coupera le souffle. Un berger allemand héroïque entre en scène, déclenchant une série d'événements qui changeront des vies pour toujours. Une histoire de courage, de rédemption et du pouvoir de l'amour inconditionnel. Préparez-vous pour une montagne russe d'émotions qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez un like et dites-nous d'où vous regardez. Le hurlement solitaire résonne dans la gare abandonnée. Des gouttes de pluie glissent sur les poutres rouillées, chacune racontant les histoires silencieuses de temps plus prospères. La nuit étreint l'endroit comme un manteau sombre, interrompu seulement par les éclairs occasionnels qui révèlent une scène qui défie la compréhension humaine. Une jeune femme, immobilisée dans sa propre fragilité imposée, respire avec difficulté tandis que des cordes rêches marquent ses poignets délicats. Sophie tente de bouger, mais son fauteuil roulant gît à quelques mètres de distance, une île inaccessible, dans une mer de désespoir. Les roues tournent encore doucement, comme pour se moquer de sa situation. Le métal des rails vibre subtilement sous son corps, un présage silencieux de ce qui est à venir. Qui aurait pu imaginer que sa lutte pour préserver un simple refuge pour animaux la mettrait sur une route de collision avec l'un des hommes les plus puissants de la petite ville côtière. Le ciel pleure avec plus d'intensité maintenant, comme si la nature elle-même pleurait ce qu'elle témoigne. Dans l'obscurité, deux yeux ambrés observent, attentifs, calculateurs, déterminés, la fourrure noire et dorée du berger allemand. Se camoufle parmi les ombres, mais son instinct protecteur brille plus fort que n'importe quelle obscurité. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment une kinésithérapeute de 25 ans, connue pour voir la beauté là où d'autres ne voient que des décombres, est-elle devenue la cible de la fureur implacable de Richard Dubois, l'homme d'affaires qui a transformé le paysage de la ville avec ses gratte-ciels de verre et ses promesses vides? 6 mois plus tôt, Sophie ouvrait les fenêtres de son petit appartement. La brise marine portait l'odeur caractéristique de l'air marin et des pignons de pin grillés, annonçant le début de la traditionnelle fête du pignon qui colorait les rues de la ville. De sa fenêtre, elle pouvait voir l'horizon bleu-vert, de la mer contrastant avec le vert intense de la forêt préservée. C'était précisément cette vision qui nourrissait son âme chaque jour, qui lui donnait la force d'affronter un monde qui s'obstinait à mettre des obstacles sur son chemin. « Bonjour, Thor !» chuchota à l'oiseau qui, fidèlement, se posait sur son rebord de fenêtre chaque matin. « Tu as apporté des nouvelles aujourd'hui ?» Le merle à ventre roux inclina la tête comme pour considérer la question. Sophie sourit. Sa connexion avec les animaux a toujours transcendé le conventionnel. C'était comme si chaque créature sentait en elle une âme douce, incapable de faire du mal. Le téléphone sonna, interrompant le moment de paix. La voix de l'autre côté sonnait inquiète, presque désespérée. « Sophie, tu dois venir maintenant. Nous avons des problèmes. » La voix appartenait à Madame Claire, une dame de 70 ans qui gérait le refuge pour animaux à la périphérie de la ville. L'endroit, autrefois une simple maison en bois, s'était transformé en refuge pour des dizaines d'animaux abandonnés grâce au travail incessant de bénévoles comme Sophie. Que s'est-il passé? Ils sont ici, avec des papiers. Ils disent que le terrain a été vendu. Le cœur de Sophie s'accéléra. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient des rumeurs sur la vente du terrain, mais cela ne s'était jamais concrétisé. Jusqu'à maintenant. J'arrive. Avec l'habileté acquise en années d'adaptation, elle se transféra dans le fauteuil roulant en un mouvement fluide. Le fauteuil n'était pas un symbole de limitation, mais de liberté. Une extension de son corps qui lui permettait de se déplacer dans le monde avec indépendance. Celui qui l'observait glisser dans les rues escarpées de la ville n'imaginerait jamais les batailles silencieuses qu'elle menait quotidiennement. En arrivant au refuge, la vision qui l'accueillit fut désolante. Des hommes en costume mesuraient le terrain tandis que d'autres portaient des documents et parlaient sur des tons autoritaires avec Madame Claire, dont les épaules courbées dénonçaient son impuissance face à la situation. Que se passe-t-il ici? La voix de Sophie résonna plus fermement qu'elle-même ne s'y attendait. Un homme d'environ 45 ans se retourna. Son costume impeccable contrastait avec la simplicité de l'endroit. Des lunettes à monture dorée reflétaient la lumière du soleil, tandis qu'un sourire calculateur se formait sur ses lèvres fines. « Mademoiselle,
Sophie, je présume? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et vous seriez Richard Dubois. Mais j'imagine que vous savez déjà qui je suis. Qui ne connaissait pas Richard Dubois? Son visage s'affichait sur les panneaux publicitaires dans toute la ville, annonçant de nouveaux projets qui promettaient d'apporter progrès et modernité. Ses yeux, maintenant fixés sur Sophie, portaient la froideur de celui qui ne voyait les gens que comme des obstacles ou des instruments. Je sais qui vous êtes. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous faites ici, perturbant la paix de ces animaux. Richard rit, un son dénué de toute chaleur. Affaire, ma chère. Ce terrain m'appartient maintenant. J'ai de grands projets pour lui. Il tendit un dossier en direction de Sophie. Tout est parfaitement légal, comme vous pouvez le voir. La mairie a approuvé le projet la semaine dernière. Les mains de Sophie tremblèrent légèrement en feuilletant les documents. Des plans d'architecte révélaient un immense complexe hôtelier de luxe avec vue privilégiée sur la mer. Exactement là où se trouvait maintenant le refuge. C'est impossible. Cette zone est sous protection environnementale. Elle l'était. Richard corrigea, ajustant sa cravate. Il est surprenant de voir comment certaines lois peuvent être réinterprétées quand les bonnes personnes sont au pouvoir. L'indignation grandit en Sophie comme une vague. Vous ne pouvez pas simplement expulser ces animaux. Où iront-ils? Ce n'est pas mon problème, mademoiselle. Vous avez 30 jours pour évacuer les lieux. Après cela, il laissa la phrase en suspens, le silence plus menaçant que n'importe quel mot. Pendant que Richard s'éloignait, avec ses assistants, Sophie resta immobile, les documents toujours dans ses mains tremblantes. Ce fut alors qu'elle remarqua un mouvement près de la clôture. Un énorme berger allemand l'observait avec une intensité déconcertante. L'animal semblait comprendre la gravité de la situation, ses yeux intelligents fixés sur les siens comme pour tenter de communiquer quelque chose. « À qui est ce chien ?» demanda à Madame Claire. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il est apparu ce matin, juste avant qu'il n'arrive. » Sophie tendit lentement la main. Le berger allemand s'approcha avec prudence, reniflant ses doigts avant de permettre une caresse. Un collier en cuir usé indiquait un nom, Hercule. « Bonjour, Hercule, » murmura Sophie. « On dirait que tu arrives au bon moment. Nous avons besoin de toute l'aide possible maintenant. » Les jours qui suivirent furent d'intenses mobilisations. Sophie, avec sa détermination inébranlable, réunit des militants écologistes, des avocats et des habitants inquiets. Le plus curieux était que partout où elle allait, Hercule l'accompagnait comme un gardien silencieux. Personne ne savait à qui appartenait le chien, mais sa loyauté envers Sophie était incontestable. Un après-midi particulièrement frustrant, après une autre réunion infructueuse avec des conseillers municipaux qui refusaient de réexaminer le cas, Sophie se retrouva seule sur la plage, observant le coucher de soleil qui teintait le ciel de tons orangés. Hercule s'allongea à ses côtés, son corps chaud, offrant un réconfort silencieux. « Tu sais, Hercule, parfois je me demande si je ne suis pas naïve. Comment puis-je me battre contre quelqu'un comme Richard Dubois? Il a l'argent, le pouvoir, les relations. » Le berger allemand leva la tête, ses yeux fixés sur les siens comme pour dire « Tu as quelque chose de plus précieux. » Ce fut à ce moment que Sophie remarqua une silhouette solitaire marchant sur la plage. Une adolescente d'environ 16 ans, cheveux foncés attachés en queue de cheval négligée, regard perdu dans l'horizon. Il y avait quelque chose de familier sur son visage. Hercule se leva subitement, courant vers la fille. Sophie l'appela, inquiète de la réaction de la jeune femme, mais à sa surprise, l'adolescente s'agenouilla, embrassant le chien avec familiarité. « Tu connais ce chien ?» demanda Sophie, s'approchant. La jeune femme hésita, ses yeux étudiants. Sophie avec prudence. « Peut-être. Il est apparu avec moi ces derniers jours. Son collier dit qu'il s'appelle Hercule. » Un bref sourire illumina le visage de l'adolescente. « Oui, c'est Hercule. Il était à moi. »« Il était à toi ?» Papa l'a donné pour dressage il y a 2 mois. Il a dit que nous n'avions plus de place pour lui à la maison depuis que nous avions déménagé dans l'appartement en attique. Il y avait de l'amertume dans sa voix. Je ne savais pas qu'il était par ici. Sophie observa l'interaction entre la fille et le chien. Pur amour et manque. Je suis Sophie, au fait. La jeune femme hésita de nouveau avant de répondre. Laura,
Laura Dubois. Le nom de famille frappa Sophie comme un coup de poing. Dubois, tu es... Oh, fille de Richard Dubois? Oui, c'est ma croix. Laura rit sans humour. Tu n'as pas à me regarder comme ça. Je ne suis pas comme lui. Le silence qui suivit fut chargé de possibilités. Deux étrangères unies par un chien et séparées, par un conflit qui grandissait chaque jour. Qui aurait pu imaginer que cette rencontre fortuite changerait le cours des événements? Les semaines suivantes, Laura devint une visiteuse fréquente du refuge, toujours accompagnée par Hercule, qui semblait avoir trouvé une mission, unir deux âmes apparemment opposées pour une cause commune. Papa n'a pas toujours été comme ça, confia Laura un après-midi, tandis qu'elle aidait Sophie à soigner un chiot sauvé. Après que maman est morte, quelque chose a changé en lui. C'est comme s'il avait besoin de prouver quelque chose au monde, ou peut-être à lui-même. Qu'est-il arrivé à ta mère? Demanda Sophie doucement. Cancer, il y a 5 ans. Elle aimait les endroits comme celui-ci, tu sais. Papa a construit un sanctuaire d'oiseaux pour elle dans notre ancienne maison. Je ne comprends pas comment il peut vouloir détruire quelque chose de similaire maintenant. Les pièces commençaient à s'emboîter. Un homme transformé par la perte, canalisant sa douleur en ambition démesurée. Mais comprendre ne signifiait pas accepter. La campagne pour sauver le refuge gagnait en force. La communauté, initialement divisée entre soutenir le progrès, promis par le complexe hôtelier, ou préserver le sanctuaire animal, commençait à pencher du côté de Sophie. Ses discours passionnés, prononcés sur les places publiques et dans les écoles, touchèrent les cœurs. Il ne s'agissait pas seulement d'animaux, disait-elle, mais de l'avenir qu'il voulait construire. Un où le profit ne surpassait pas la compassion. Richard Dubois observait tout avec une irritation croissante. Ses projets, autrefois approuvés sans questionnement, faisaient maintenant face à un examen public. Les investisseurs hésitaient, la mairie reculait. Tout cela à cause d'une jeune femme en fauteuil roulant qui refusait d'accepter la défaite. Elle devient un problème plus grand que prévu, commenta-t-il à son assistant tandis qu'il regardait un autre reportage local sur la mobilisation autour du refuge. Et ma propre fille semble avoir été recrutée pour la cause. Peut-être. Est-il temps d'une approche plus directe, monsieur? Richard fixa son assistant avec une lueur dangereuse dans les yeux. Peut-être, Gustave. Peut-être bien. Le lendemain matin, Sophie trouva le refuge vandalisé. Fenêtres cassées, portes forcées, nourriture pour animaux éparpillés. Par terre. Plus perturbant encore, les fiches médicales des animaux avaient disparu, ainsi que des documents prouvant l'origine du terrain. Ce n'était pas un simple acte de vandalisme, conclut Sophie tandis que Madame Claire pleurait silencieusement. Quelqu'un savait exactement quoi chercher. Ce même après-midi, en rentrant chez elle après une journée épuisante de nettoyage et de réorganisation, Sophie trouva son appartement saccagé. Ses recherches sur la zone de protection environnementale, soigneusement organisées dans des dossiers, avaient disparu. Sur le mur, écrit avec ce qui semblait être du rouge à lèvres, « Abandonne tant que tu le peux ». La peur, sensation oubliée depuis longtemps, s'infiltra dans ses pensées. Mais Sophie avait appris très tôt que la peur, lorsqu'elle est affrontée, devient seulement un conseiller, jamais un maître. Cette nuit-là, tandis que la tempête s'abattait sur la petite ville côtière, Sophie reçut un message anonyme, « Gare abandonnée, minuit. Apporte ce qui reste de tes preuves. » Elle savait que cela pouvait être un piège, que la chose raisonnable serait d'appeler la police locale. Mais la police locale était connue pour sa loyauté envers le maire, qui à son tour devait des faveurs à Richard Dubois. À qui pouvait-elle vraiment faire confiance? Hercule, qui la quittait rarement maintenant, émit un gémissement bas quand Sophie commença à se préparer à partir. « Tu penses aussi que c'est une mauvaise idée, n'est-ce pas ?» soupira-t-elle, caressant les oreilles du berger allemand. « Mais quel choix avons-nous? Demain, les 30 jours expirent. Si nous ne faisons rien maintenant... » La pluie s'intensifia lorsque Sophie arriva à la gare abandonnée. L'endroit, autrefois un point de rencontre pour les habitants qui voyageaient jusqu'à la capitale, gisait oublié depuis des décennies, victime de la modernisation qui privilégia le transport routier. Ironique de voir comment le progrès laissait aussi des victimes sur son chemin. Hercule la suivait à ses côtés, attentif à chaque ombre, chaque bruit.
Le fauteuil roulant avançait avec difficulté sur le terrain irrégulier, mais Sophie était déterminée. Dans son sac, elle portait les seules preuves qui avaient échappé au vol. De vieilles photos du terrain du refuge, montrant des marques indigènes qui suggéraient que la zone pouvait avoir une importance historique pour les peuples autochtones. « Mademoiselle Sophie, je suis heureux que vous ayez pu venir. » La voix surgit des ombres, faisant grogner Hercule, en alerte. Richard Dubois émergea sous la faible lumière d'un poteau distant, son costume impeccable même sous la pluie torrentielle. « Monsieur Dubois, j'aurais dû m'en douter. Qui d'autre cela aurait-il pu être ? Nous sommes bien au-delà du stade des intermédiaires maintenant, n'est-ce pas ?» Sophie se maintint ferme, malgré la peur qui grandissait. « Que voulez-vous de moi ? Ce que je veux ?» Richard rit, un son amer qui se perdit entre les éclairs. « Je veux que vous compreniez votre place dans cette histoire, mademoiselle. Vous êtes une note de bas de page, un obstacle temporaire. Si je suis si insignifiante, pourquoi vous êtes-vous donné la peine de m'attirer jusqu'ici ?» Richard s'approcha. C'est pas délibérément lent, parce que j'admire la persévérance. C'est une qualité que j'apprécie chez mes adversaires. Mais je sais aussi reconnaître quand la persévérance devient de l'entêtement autodestructeur. Ce fut alors que Sophie remarqua d'autres silhouettes émergeant des ombres, des hommes corpulents, probablement des gardes du corps. Hercule se positionna de manière protectrice devant elle. « Beau chien », commenta Richard. « Il semble familier. Ah, bien sûr, il ressemble à celui que j'ai donné à ma fille avant de devenir le méchant de l'histoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé, d'ailleurs? Laura ne me dit jamais rien. Peut-être a-t-elle ses raisons. » Le regard de Richard se durcit. « Ma fille est jeune, impressionnable. Vous lui avez rempli la tête d'idéalismes impraticables. Mais elle apprendra, tout comme vous. » Un mouvement rapide de sa main et les hommes avancèrent. Hercule aboya férocement, mais il était dépassé en nombre. Sophie tenta de reculer, mais les roues de son fauteuil s'enfoncèrent dans le gravier meuble. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria-t-elle lorsque des mains fortes saisirent ses bras, la soulevant du fauteuil. « En vous donnant une leçon, mademoiselle, sur les conséquences de se mettre en travers du chemin du progrès. » Le monde tourna lorsqu'ils la traînèrent vers les rails abandonnés. Des cordes rêches entourèrent ses poignets, la liant au métal froid. La pluie fouettait, son visage se mêlant aux larmes involontaires. « Vous êtes fou. Les rails ne sont plus utilisés, mais c'est un enlèvement. C'est un crime. » Richard s'agenouilla à ses côtés, son visage un masque de fausse préoccupation. « Il n'y a pas de crime sans preuve, mademoiselle. Et qui vous croirait contre ? Moi ? À propos, rien ne se passera si vous promettez d'abandonner. Signez les documents acceptant de mettre fin à votre campagne, et tout cela ne sera qu'une nuit désagréable à se souvenir. » Un assistant s'approcha, tendant des papiers protégés par du plastique. Sophie tourna le visage. « Jamais. Ah, Sophie, si prévisible dans ta noblesse. » Richard se leva, ajustant les manches de son costume. « Laissez-la ici. La nuit sera longue et froide. Peut-être que quelques heures de réflexion changeront sa perspective. » Lorsque les hommes commencèrent à s'éloigner, Hercule, qui avait été temporairement maîtrisé, se libéra avec une explosion de force. Le berger allemand avança, ses dents rencontrant la jambe de Richard avant que les gardes du corps ne puissent intervenir. L'homme d'affaires cria de douleur, tandis qu'il était traîné loin de l'animal enragé. « Contrôlez cette bête, tuez-le si nécessaire. » Mais Hercule était trop rapide, trop intelligent. Il esquiva les hommes, disparaissant dans l'obscurité tandis qu'il s'occupait de leur patron blessé. « Partons d'ici », ordonna Richard, s'appuyant sur ses assistants. « Elle ne vaut pas le risque. Nous reviendrons demain matin quand elle sera plus réceptive. » Sophie les observa partir, la peur cédant la place au désespoir. La pluie continuait implacable, trempant ses vêtements, transformant le froid en un tourment. Elle tenta de se détacher, mais les cordes étaient bien attachées. « Hercule » appela-t-elle doucement, espérant que le berger allemand était toujours à proximité. Aucune réponse ne vint à part le hurlement du vent. Les minutes se transformèrent en heures. L'épuisement commença à vaincre la peur, ses yeux se fermant contre sa volonté. Ce fut alors qu'un aboiement lointain pénétra la brume de sa conscience. Hercule revenait, mais il n'était pas seul. « Mon Dieu, Sophie !» C'était la voix de Laura.
L'adolescente courut vers les rails, ses mains tremblant tandis qu'elle essayait de défaire les cordes. « Laura, comment m'as-tu trouvé ?» Hercule est apparu à la maison, complètement trempé et agité. Il m'a pratiquement traîné jusqu'ici. Les cordes cédèrent, finalement, sous ses efforts. « Je n'arrive pas à croire que papa... qu'il ferait... Nous devons partir d'ici, » interrompit Sophie, essayant de bouger. Ses jambes, toujours inutiles, semblaient maintenant peser des tonnes à cause du froid et de l'humidité. Laura l'aida à s'asseoir. « Ton fauteuil, je ne sais pas où il est. Tu as un téléphone portable? Nous devons appeler quelqu'un. » La jeune femme acquiesça, mais avant qu'elle ne puisse agir, des phares illuminèrent la gare abandonnée. Une voiture s'approchait. « C'est lui? Il est revenu ?» La panique colora la voix de Sophie. Laura jeta un coup d'œil par la fenêtre cassée de la gare. « Non, c'est... Je ne connais pas cette voiture. » Le véhicule se gara et une figure solitaire émergea. Un homme d'âge moyen portant un pardessus sombre qui le protégeait partiellement de la pluie. Hercule courut dans sa direction, la queue battante en reconnaissance. « Mademoiselle Sophie ?» L'homme s'approcha prudemment. « Mon nom est Édouard Bernard. Je crois que nous avons un ennemi commun. » Édouard se révéla être un ancien associé de Richard Dubois, écarté des années plus tôt, lorsqu'il avait remis en question les pratiques environnementalement destructrices de l'entreprise. Depuis lors, il avait collecté des preuves des activités illégales de Richard. « Hercule est à vous ?» demanda Sophie tandis qu'Édouard l'aidait à monter dans la voiture, avec Laura à ses côtés. « Oui, il a été dressé pour l'assistance, mais aussi pour la protection. Je l'ai mis à surveiller Richard et son opération quand j'ai appris les plans pour le refuge. » Alors, ce jour-là, quand il est apparu au refuge, Édouard sourit. Il accomplissait sa mission. Je ne m'attendais pas à ce qu'il forme un lien aussi fort avec vous, et encore moins qu'il retrouve Laura. L'adolescente caressa le berger allemand, qui reposait sa tête sur ses genoux. C'est pour ça qu'il me semblait si familier quand je l'ai vu avec Sophie sur la plage. Ce n'est pas le même Hercule que j'avais, mais ils étaient des frères de la même portée, expliqua Édouard. Ton père a gardé l'un, moi l'autre. Quand j'ai su qu'il s'était débarrassé du chien de Laura, j'ai été encore plus déterminé à exposer ses véritables intentions. La voiture avançait dans les rues désertes de la ville. La tempête commençait à s'apaiser, comme si la nature reconnaissait que le pire était passé. « Où allons-nous » demanda Sophie. « Dans un endroit sûr, j'ai toutes les preuves dont nous avons besoin contre Richard. Des documents qui montrent comment il a soudoyé des fonctionnaires publics pour redésigner la zone de protection environnementale, des expertises falsifiées, même des preuves d'intimidation de témoins. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé plus tôt ?» Édouard soupira lourdement. « J'avais besoin de plus. Richard a des relations puissantes, des amis dans des positions stratégiques. Une accusation sans preuve probante serait classée avant même que l'enquête ne commence. Et maintenant, grâce à vous, nous avons quelque chose de plus précieux que n'importe quel document. L'opinion publique. Votre campagne a exposé Richard comme je n'y suis jamais parvenu. Les gens prêtent attention, questionnent. La peur change de camp. » Laura restait silencieuse, absorbant chaque mot. Son monde s'écroulait. L'image qu'elle avait de son père détruite par ses propres actions. « Il n'a pas toujours été comme ça », murmura-t-elle finalement, faisant écho à ce qu'elle avait dit à Sophie des semaines plus tôt. Après, que maman est morte. Édouard la regarda dans le rétroviseur, son expression s'adoucissant. Perdre Béatrice nous a tous changés, Laura. Mais cela ne justifie pas ce qu'il est devenu. Parfois, la douleur révèle qui nous sommes vraiment. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une ville transformée. La nouvelle de l'enlèvement de Sophie se répandit rapidement, amplifiée par la présence de Laura comme témoin. La propre fille de Richard témoignant contre lui. Le siège de l'entreprise de Richard fut encerclé par des manifestants. Les journalistes se disputaient des interviews exclusives. Le maire, sentant les vents du changement, annonça une révision immédiate de tous les projets approuvés ces dernières années. « C'est plus grand que nous maintenant », commenta Édouard tandis qu'il regardait la couverture télévisée, dans le petit appartement où il s'était réfugié. Richard s'était fait beaucoup d'ennemis en chemin, des gens qui attendaient juste une opportunité. Sophie ne ressentait pas de joie, seulement un étrange soulagement. Qu'adviendra-t-il du refuge ?
Si tout se passe comme prévu, la zone sera officiellement déclarée réserve culturelle indigène, avec la permission de maintenir le refuge tel quel. Vos vieilles photos ont été cruciales pour cela. Laura, qui avait passé la nuit dans un silence contemplatif, finit par parler. Je veux témoigner contre papa sur tout ce que j'ai vu et entendu au fil des ans. Laura, es-tu sûre? C'est toujours ton père, considéra Sophie. Précisément pour cette raison. Quelqu'un doit lui faire voir ce qu'il est devenu. La fête du Pignon, qui marquait traditionnellement la renaissance printanière de la ville, devint le théâtre de l'affrontement final. Richard Dubois, acculé par les accusations et l'abandon de ses alliés, accepta de participer à un débat public télévisé, sa dernière tentative de contrôler le récit. Sur la scène installée sur la place centrale, Sophie et Richard s'assirent face à face. La foule, silencieuse dans l'attente, témoignait de la confrontation entre David et Goliath de leur époque. « Mademoiselle Sophie » commença Richard, sa voix portant encore la confiance de celui qui perdait rarement. « Vous avez lancé une campagne basée sur l'émotion et les demi-vérités. Mon projet apporterait des emplois, du tourisme, la prospérité pour cette ville qui dépérit tant. » « Vous confondez prospérité et profit, monsieur Dubois, » répondit Sophie calmement. « L'une bénéficie à tous, l'autre seulement. À quelques privilégiés. Je suis un homme pratique. Les rêves ne nourrissent pas les familles. Les complexes hôteliers ne nourrissent pas les âmes non plus. » Sophie sourit doucement. « Vous parlez tant de progrès, mais vous avez oublié ce que signifie réellement avancer. Il ne s'agit pas de construire plus haut, mais de construire plus juste. » Le débat se poursuivit, ponctué par les applaudissements et les protestations de la foule. Richard maintenait sa façade de civilité, mais ses yeux trahissaient un désespoir croissant. Quand Édouard présenta des documents prouvant les irrégularités dans les projets, l'homme d'affaires commença à fléchir. « Les documents peuvent être falsifiés », tenta-t-il de détourner la conversation. « Ma réputation parle d'elle-même. » Ce fut alors que Laura monta sur scène contre toute attente. Son jeune visage montrait une détermination au-delà de ses années. « Papa » sa voix tremblait, légèrement. « Tu m'as toujours appris à défendre la vérité, à honorer la mémoire de maman. » Le visage de Richard pâlit. « Laura, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ta place. Ma place est aux côtés de la vérité, comme l'était la tienne, avant que tu ne l'oublies. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Au premier rang, Hercule observait attentivement, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Tu as détruit le sanctuaire d'oiseaux que tu as construit pour maman, » continua Laura. « Tu as dit que c'était nécessaire pour aller de l'avant. Mais il ne s'agissait pas d'aller de l'avant. Il s'agissait d'oublier, d'enterrer la douleur au lieu de l'affronter. » Les défenses de Richard s'effondraient visiblement. « Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, chaque décision, c'était pour garantir ton avenir. » Quel avenir, papa? Un où les rivières sont contaminées par tes projets, où les forêts font place au béton, où les animaux perdent leur foyer pour que les gens riches aient une autre maison de vacances. La foule regardait hypnotisée le drame familial qui se déroulait devant leurs yeux. Il ne s'agissait plus d'affaires ou de politique, mais de perte de douleur et du prix de l'oubli. Béatrice aimait ce refuge, révéla Laura finalement. Elle y était bénévole, tu sais, avant de tomber malade. Tu lui as promis que tu le protégerais toujours. Richard chancela comme s'il avait été frappé physiquement. Ses mains, toujours fermes dans les négociations millionnaires, tremblaient maintenant. Comment as-tu su cela? J'ai trouvé son journal l'année dernière. Et des lettres. Tant de lettres qu'elle t'a écrites pendant sa maladie, parlant de ses peurs, de ses désirs pour l'avenir. Pour notre avenir. Des larmes, véritables et inattendues, apparurent dans les yeux de l'homme d'affaires. Le masque de froideur commerciale se désintégra complètement. « Je ne pouvais plus regarder cet endroit », confessa-t-il, sa voix presque inaudible. Chaque animal, chaque bénévole, tout me rappelait, elle, de ce que j'avais perdu, de ce que je n'aurais plus jamais. « Alors tu as décidé de le détruire ?» La voix de Sophie était douce, dénuée d'accusation. « Pour ne pas avoir à ressentir, pour ne pas avoir à me souvenir. » L'explosion émotionnelle de Richard surprit tout le monde. « Vous ne comprenez pas, chaque projet, chaque bâtiment,
Chaque changement dans le paysage était pour effacer le monde qu'elle avait connu, pour construire un où son absence ne ferait pas autant souffrir. Le silence qui suivit fut profond, presque révérencieux. La foule, autrefois divisée entre partisans et critiques, s'unifia dans la compassion universelle pour la douleur humaine exposée dans sa forme la plus crue. Laura s'approcha de son père, prenant ses mains tremblantes entre les siennes. Maman n'aimerait pas qu'on se souvienne d'elle ainsi, à travers la destruction de ce qu'elle aimait. Richard Dubois, le puissant homme d'affaires qui avait transformé le paysage de la ville, s'effondra en larmes dans les bras de sa fille. Il n'y avait plus de débat, il n'y avait plus d'affrontement, seulement la reconnaissance commune de la fragilité humaine. Les jours qui suivirent, la ville fut témoin d'une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Richard Dubois, dans un geste qui choqua alliés et critiques, annonça la création d'une fondation à la mémoire de Béatrice. Le terrain du refuge serait non seulement préservé, mais agrandi, devenant un centre de conservation et d'éducation environnementale. « Je ne peux pas défaire le mal que j'ai causé », déclara-t-il lors d'une conférence de presse, « mais je peux choisir un chemin différent à partir de maintenant. » Sophie, aux côtés d'Édouard et de Madame Claire, observait les changements avec une prudence pleine d'espoir. La rédemption venait rarement sans rechute, savait-elle. Mais chaque petit pas comptait. « Vous croyez qu'il a vraiment changé ?» demanda-t-elle à Édouard, tandis qu'ils regardèrent les travaux d'agrandissement du refuge commencer. « Je crois qu'il essaie. Et parfois, essayer est le plus grand acte de courage que nous puissions offrir. » Hercule, maintenant officiellement adopté par Sophie, reposait à côté de son fauteuil roulant. Le berger allemand qui avait uni des destins improbables était devenu un symbole de la résistance pacifique qui avait transformé la communauté. Un an plus tard, lors de la même fête du Pignon qui avait marqué le début du voyage, Sophie donnait une conférence dans le centre de conservation Béatrice Dubois, récemment inauguré. L'endroit, autrefois un simple refuge en bois, était maintenant un complexe moderne qui s'harmonisait parfaitement avec la nature environnante. Au premier rang, Laura souriait tandis qu'elle caressait les oreilles d'Hercule. À ses côtés, Richard Dubois observait attentivement, son visage marqué par de nouvelles rides, certaines de tristesse, d'autres de sagesse tardivement acquise. « Notre histoire ne parle pas de héros et de méchants », concluait Sophie, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Elle parle d'êtres humains imparfaits, essayant de trouver un sens dans un monde que nous ne comprenons pas toujours, de pertes qui nous définissent et de choix qui nous redéfinissent. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Richard, une compréhension silencieuse passant entre anciens adversaires. Il s'agit de reconnaître que, parfois, nos plus grands obstacles ne sont pas externes, mais internes, et que notre vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la manière dont nous choisissons de nous relever. Tandis que le public applaudissait, Sophie regarda par la fenêtre panoramique qui offrait une vue privilégiée sur la forêt préservée et, au-delà, sur l'océan qui étreignait la ville. Le même horizon qu'elle observait depuis sa fenêtre ce matin-là, qui semblait si lointain maintenant. Le ciel commençait à se teinter des couleurs du crépuscule. Le même spectacle quotidien qui ne se répétait jamais complètement. Comme la vie, pensa Sophie. Familière dans ses contours, mais offrant toujours de nouvelles nuances à qui voulait bien vraiment regarder. Hercule s'approcha, reposant la tête sur ses genoux, comme il le faisait chaque fois qu'il sentait qu'elle avait besoin de réconfort. Sophie sourit, caressant la fourrure douce de l'animal qui avait transformé sa lutte personnelle en une révolution communautaire. « Nous ne faisons que commencer, mon ami », chuchota-t-elle au berger allemand. « Nous ne faisons que commencer. » Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de promesses, la petite ville côtière respirait à l'unisson, non plus divisée entre progrès et préservation, mais unie dans la compréhension que les véritables avancées n'arrivent que lorsque nous marchons ensemble, reconnaissant notre humanité partagée à chaque pas du chemin. Le hurlement solitaire qui résonnait autrefois dans la gare abandonnée s'était transformé en un cœur d'espoir. La pluie qui autrefois punissait sans pitié laissait place à un nouvel amancer. Et Sophie, la kinésithérapeute qui voyait la beauté là où d'autres ne voyaient que des limitations,
découvrait que sa plus grande force avait toujours résidé non dans la capacité de se déplacer physiquement dans le monde, mais dans le courage de mouvoir les cœurs et les esprits vers un avenir plus compatissant. Parce que, au final, ce ne sont pas nos circonstances qui définissent notre voyage, mais la manière dont nous choisissons de les affronter. Et dans ce choix quotidien, dans cette persistance silencieuse face à l'adversité, nous trouvons notre véritable nature et le pouvoir transformateur qui habite en chacun de nous.